Donc la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'ai commencé à parler de la distinction entre les idées et les pensées. J'ai présenté ça comme ça, en employant pensée non pas au sens cartésien que j'ai d'abord introduit, mais au sens contemporain, au sens moderne, le sens qu'il y a chez Frélieu. Et donc la différence entre une idée et une pensée, c'est le fait que, d'abord, une pensée est une combinaison d'idées, donc c'est quelque chose de complexe, alors qu'une pensée, une idée peut être simple. Alors, il y a aussi des idées complexes. J'ai donné l'exemple de l'idée d'un rosier possédant 1000 épines. Ça, c'est une idée complexe, et ce n'est pas une pensée, parce que la pensée a en plus cette propriété, à part le fait d'être complexe, la propriété de pouvoir être vraie ou fausse. Ce qui n'est pas le cas d'une simple idée, même une idée complexe comme l'idée d'un rosier possédant 1000 épines. Alors que, par contre, si je pense que ce rosier possède 1000 épines, là, ça peut être vrai ou faux, et donc c'est bien une pensée. Dans la littérature contemporaine, le terme freylien de pensée s'emploie relativement peu. Il s'emploie parfois. Les gens parlent de proposition, ce qui est un peu curieux parce que le mot proposition, c'est un terme grammatical et il s'emploie aussi encore dans ce sens grammatical. Donc un peu comme dans le sens de phrase, mais c'est une phrase qui n'est pas forcément indépendante, elle peut être enchâssée à l'intérieur d'une autre phrase. C'est ça qu'on appelle une proposition en grammaire, mais en philosophie et en logique, proposition s'emploie plutôt pour un contenu de pensée, donc quelque chose qui peut être vrai ou faux, et non pas quelque chose de spécifiquement linguistique. Et j'ai dit la dernière fois qu'il y avait un terme qui était utilisé aussi dans la littérature classique pour désigner cette même chose, et c'était un autre terme, c'était le terme de jugement. On appelait ça un jugement. Donc ce rosier possède 1000 épines, c'est un jugement. Et il y avait une opposition entre les idées et les jugements qui était la même que celle que je viens de faire entre idée et pensée. C'est-à-dire qu'une idée ne peut pas être vraie ou fausse, et elle peut être simple, alors qu'un jugement, c'est quelque chose de complexe, ça implique une combinaison d'idées, et ça peut être vrai ou faux. Donc cette idée de jugement, ça correspond tout à fait à l'idée de pensée, ou de proposition, idée contemporaine, enfin terminologie contemporaine. Avant, on parlait de jugement. Il y a une petite complication qui est due au fait que chez quelqu'un comme Frélieu, qui parle de pensée dans ce sens-là, il y a aussi une notion de jugement et elle est différente, parce que Frélieu refuse d'identifier la pensée et le jugement parce qu'il pense que dans le jugement, il y a quelque chose de plus que dans la pensée, c'est l'adhésion, le fait qu'on juge la chose, donc on croit la chose, on croit que c'est vrai. Donc le jugement que ce rosier possède 1000 épines implique un engagement du sujet vis-à-vis de la vérité du contenu de pensée. Alors que pour Frélieu, le contenu de pensée lui-même, la pensée, c'est vrai ou faux, mais on fait abstraction de toute attitude vis-à-vis du contenu. On peut juger ça vrai, juger ça faux, le contenu reste le même. On peut s'interroger, prendre en considération la chose, faire l'hypothèse. On peut faire toutes sortes de choses. Donc l'acte du sujet est séparé du contenu, et le contenu, c'est ce que Frélieu appelle la pensée, le jugement, c'est l'acte. Alors que pour les classiques, il n'y avait pas de distinction, c'était la même chose. La chose qui peut être vraie ou fausse, c'est le jugement, et le jugement implique l'acte. Et c'est un des points sur lesquels je reviendrai, c'est un point très intéressant de différence entre, on pourrait dire, la conception contemporaine et la conception plus ancienne, la conception traditionnelle, à ceci près que c'est une façon de voir les choses qui est un peu caricaturale, puisque dans le passé, parmi les gens à qui on pourrait attribuer une conception, en tout cas traditionnelle, néanmoins, il y avait la distinction entre le jugement et le contenu jugé existait. Il y avait des gens qui faisaient cette distinction. Et parmi les contemporains, il y en a qui ne veulent pas distinguer, séparer les deux, la pensée et le jugement, comme Frélieu le fait, mais d'autres le rejettent. Donc ce n'est pas si simple d'opposer simplement des périodes, des époques. Mais quand même, en gros, on peut dire que de façon très très largement majoritaire, pour les classiques, ce que j'appelle les classiques, en fait ça va au-delà de l'époque classique, c'est de façon, disons, dans une certaine conception traditionnelle, en logique, consiste à dire que le jugement, c'est cet assemblage d'idées qui peut être vrai ou faux. Et dans le jugement, je dis que c'est un assemblage parce qu'il y a deux choses au moins qui sont
ce à quoi on attribue une propriété, l'objet à quoi on attribue une propriété, et ça c'est le sujet, et qui est aussi un terme grammatical, le sujet de la proposition. C'est ce dont on parle. Et il y a ce qu'on en dit, quand c'est linguistique, ou pas ce qu'on en dit, mais la propriété qu'on attribue de façon plus abstraite, ça peut être mental aussi, dans le jugement. Le jugement consiste à juger d'un objet qu'il possède une certaine propriété, et donc là, c'est l'autre élément, c'est le prédicat, ou l'attribut. Alors, c'est la logique aristotélicienne qui a dominé sans partage pendant 2 millénaires. Donc toutes ces positions dont je vous parle, quand je vous parle de la position classique ou traditionnelle, c'est la position qui est issue de la logique aristotélicienne. Et dans la logique aristotélicienne, au moins telle qu'elle est représentée en général, ce dont on parle, c'est pas tellement un objet que plutôt une catégorie, une classe d'objets. Et on parle d'ailleurs de propositions catégoriques pour les propositions dont traite la logique aristotélicienne. Je vous montre tout de suite ce dont il s'agit. Dans la logique aristotélicienne, on a un certain nombre de types de propositions, de types de jugements, si on veut, qui sont, je vous l'ai mentionné la dernière fois, distingués par deux choses qui sont la quantité et la qualité, mais je vais dire dans un instant les choses. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que tous ces jugements mettent en rapport deux catégories, la catégorie d'hommes et la catégorie de mortels, deux classes, si vous voulez, deux classes d'objets. Et ça, c'est ce qu'Aristote appelle des universaux, c'est-à-dire des choses qui s'appliquent à plusieurs objets. Des hommes, il y en a un certain nombre, des mortels aussi, il y en a un certain nombre. Disons que c'est des classes. Et les propositions mettent en rapport les classes. On attribue une propriété, la propriété qui définit la classe des mortels, disons, aux hommes. Mais il y a plusieurs façons d'attribuer ça aux hommes. On peut attribuer ça, donc, homme, c'est ce qu'il appelle un universel, c'est quelque chose qui n'est pas un objet particulier, mais une classe, donc. Et on peut attribuer la propriété d'être mortel à cet universel, à cette classe, soit de façon universelle. Donc, Aristote parle d'attribuer de façon universelle une propriété à un universel. Il veut dire qu'on a une classe et on attribue une propriété de façon universelle à tous les membres de la classe. Donc, c'est ce qu'on fait dans une proposition universelle, comme tout homme est mortel. Et on peut avoir aussi la proposition négative. Si on nie cette propriété de tous les hommes, on obtient la proposition nul homme n'est mortel, qui est aussi une proposition universelle. Mais on peut aussi appliquer une propriété à une classe, non pas universellement, c'est-à-dire à tous les membres de la classe, mais seulement à certains d'entre eux. Et à ce moment-là, on a les propositions particulières, comme certains hommes sont mortels. Et on a aussi la négation. Donc, ce qui apparaît quand on regarde ces propositions-là, qui sont les propositions de la logique aristotélicienne, c'est les propositions qui, pour ceux qui connaissent ces choses, qui portent des lettres à cause de systèmes mnémotechniques pour les retenir A, E, I, O dans le système, notamment pour les scolastiques au Moyen-Âge, on utilisait beaucoup ça. Donc en tout cas, dans ces propositions-là, qui parlent de classe, on a l'impression que les propositions singulières disparaissent. Les propositions singulières, c'est les propositions où on attribue une propriété à un objet particulier. Aristote est mortel. Et c'est beaucoup ce qu'on dit. On dit Aristote ne parlait pas des propositions singulières. En fait, ce n'est pas vrai. Quand on regarde Aristote, il parle des propositions singulières. Il distingue justement le cas singulier où on parle d'un objet, puis le cas où on parle d'un universel comme la classe des hommes. Et c'est ce cas-là qu'on peut distinguer suivant qu'on parle de la classe des hommes de façon universelle ou particulière, etc. Il parle quand même des propositions universelles, mais c'est vrai que dans ces classements des types de propositions, dans les raisonnements sur les syllogismes, la validité, toutes ces choses-là, on ne les voit pas apparaître, et c'est sans doute parce que, sur le plan formel, les propositions singulières se comportent comme les propositions universelles. En tout cas, il y a beaucoup de discussions sur cette question des propositions singulières chez Aristote. Ce qui est intéressant, c'est que Leibniz a des choses intéressantes à dire à ce sujet, mais ça ne va pas être... je vais pas évoquer tellement cette question, parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt
la structure du jugement, si on fait abstraction de choses comme, alors ici je parlais de qualité et de quantité, la quantité du jugement, c'est la quantité du sujet, si on parle universellement ou de seulement certains membres de la classe. Et la qualité, c'est si c'est positif ou si c'est négatif. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est seulement la structure générale, qui est commune à tous ces cas, et aussi au cas des propositions singulières, qui est le fait qu'on attribue une propriété à quelque chose. On a un sujet, on a un prédicat. Et c'est ça qui est la chose la plus intéressante. Et donc, on peut regarder cela sur la base des propositions singulières, simplement, qui exhibent aussi cette propriété. Donc, dans la littérature contemporaine, en philosophie du langage, la distinction entre les propositions singulières, comme Aristote est mortel, et les propositions générales, qui sont toutes ces propositions où on parle de façon... On a des classes, disons, ou des propriétés qu'on met en rapport, c'est une distinction qui est devenue très importante, mais... et c'est pourquoi aussi les gens ne sont pas très contents de voir que chez Aristote, elle n'est pas tout à fait au premier plan. Mais ce n'est pas un des points qui va me retenir dans cette discussion sur le jugement qui est mon thème aujourd'hui. Donc j'ai dit que la structure générale du jugement implique une complexité, 2 termes, et ces termes sont le sujet et le prédicat, ce dont on parle ou ce à quoi on pense, et ce qu'on attribue, la propriété qu'on attribue à cette chose. Et la vérité ou la fausseté dérive du fait qu'on a ces 2 choses et que la propriété est attribuée au sujet. Le jugement est vrai si l'objet possède réellement la propriété qu'on lui attribue et faux dans le cas contraire. Et une simple idée, fût-elle complexe, n'est ni vraie ni fausse parce qu'elle ne possède pas cette structure requise avec ces 2 éléments dont l'un est attribué à l'autre. Donc dans la conception traditionnelle, qui est assez intuitive, un jugement implique en fait pas seulement 2 choses, même si on dit qu'il y a deux constituants. En fait, ce n'est pas seulement 2 choses, c'est 3. Donc, excusez-moi. 3 choses, donc le sujet, ce dont on parle, Aristote par exemple, la propriété qu'on lui attribue, c'est le prédicat, mais il y a aussi cette 3e chose qui fait le lien entre les 2 autres et qui est exprimée linguistiquement par la copule, le petit mot « est » dans un cas comme celui-là, qui est le cas paradigmatique. Et ce que vous lisez dans les logiques traditionnelles, c'est que si vous avez une phrase comme « Jean court » où il n'y a pas la copule, ben en fait la copule est là, ça veut dire « Jean est courant », c'est une façon compressée de... Mais en fait, logiquement, on a ce 3e élément. Et le 3e élément représente, reflète, exprime l'acte de l'esprit qui attribue la propriété au sujet ou qui la lui refuse, parce que le cas négatif est toujours présent. Si je dis Aristote n'est pas mortel, ça veut dire que je refuse à Aristote la propriété d'être mortel, et c'est la même chose en négatif que d'attribuer à Aristote la propriété d'être mortel. C'est un acte de l'esprit, l'acte consistant non pas à unir, comme dans le cas du jugement positif, mais à séparer, nous dit Aristote. Et si on n'avait pas cet acte de l'esprit qui lie les 2 choses, en attribuant la propriété au sujet, on n'aurait pas un jugement. On aurait seulement 2 choses. Elles ne seraient pas articulées. Ce serait, comme disent les théoriciens de l'unité de la proposition, donc je vous ai dit que l'unité de la proposition, c'est un problème logico-philosophique qui se pose depuis le début du XXe siècle et qui est encore aujourd'hui beaucoup débattu. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent, mais il n'y a pas de consensus véritablement. Le problème de l'unité de la proposition, c'est essentiellement le problème du statut de la 3e chose. On a ces 2 choses, le sujet et le prédicat, mais concevoir ces 2 choses, la propriété et l'objet, ne suffit pas pour avoir un jugement. Pour avoir un jugement, il faut quelque chose en plus, qui est un acte qui consiste à prendre la 2e chose et à l'appliquer ou à l'attribuer à la première. Sinon, vous avez juste 2 choses et c'est une liste, comme disent les théoriciens de l'unité de la proposition. Une liste, ce n'est pas la même chose qu'une proposition vraie ou fausse. Et le problème du 3e terme, c'est que la 3e chose dont on a besoin,
ce n'est pas une troisième chose qu'on va ajouter à la liste. Parce que si on avait une troisième chose qu'on ajoute à la liste, on aurait toujours une liste et pas une proposition. Là, je présente les choses de façon abstraite, mais c'est quelque chose qui est détaillé dans les discussions sur l'unité de la proposition, le fait qu'on a une sorte de régression à l'infini si on ajoute simplement un élément de plus, qui est quelque chose de plus qu'on va concevoir, alors qu'il ne s'agit pas de concevoir, il s'agit de faire quelque chose. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Je vous disais ça, notamment à l'aide de la logique de Port-Royal, qui est très explicite là-dessus. Donc ils nous disent qu'on a besoin des deux choses, le sujet et le prédicat, et puis il faut affirmer ou nier le prédicat du sujet. Et à la fin, ils nous disent, la partie en rouge, il ne suffit pas de concevoir ces deux termes, le sujet et le prédicat. Il faut que l'esprit les lie ou les sépare. Donc il faut un acte de l'esprit, il faut un engagement. Sans quoi, on n'aurait pas quelque chose de vrai ou faux. Donc ce que ça signifie, c'est que la troisième chose a un statut différent des deux autres. Et ça, c'est exprimé dans la conception aristotélicienne par une distinction entre la matière du jugement, et la matière du jugement, c'est le sujet et le prédicat. C'est ce dont on parle et la propriété qu'on lui attribue. Il y a la matière du jugement et il y a la forme du jugement. La forme du jugement, c'est l'esprit apporte quelque chose, il met ça en forme, en quelque sorte, il applique le prédicat au sujet. Et ce n'est pas sur le même plan. Donc on a cette conception qui est la conception qu'on peut appeler traditionnelle ou aristotélicienne, qui donc a été extrêmement répandue. Si on ouvre un ouvrage de logique quelconque, on trouve ça plus ou moins. Enfin, je parle pas de la logique contemporaine, je parle d'un traité de logique jusqu'au XIXe siècle, disons. Alors j'ai dit aussi la dernière fois, j'ai commencé à dire, et ça va être mon thème un peu de cette année, que cette conception, qu'en fait, mon intention c'est un peu de la défendre, mais en tout cas, elle se heurte à deux objections qui sont des objections fondamentales. Et effectivement, s'apercevoir qu'il y a ces objections, c'est essentiel pour ce débat, pour faire avancer ce débat. Donc il y a deux objections fondamentales. Pardon. La première objection, je viens d'y faire allusion, c'est la distinction que fait notamment Frege entre le contenu de pensée, le contenu du jugement, et le jugement lui-même qui consiste à, c'est l'acte du sujet qui dit oui ou non, qui est d'accord ou pas d'accord. Quand on s'interroge, dit Frege, quand on se demande est-ce qu'il va faire beau demain, il y a une certaine pensée, qui est la pensée qu'il va faire beau demain, qui est dans l'esprit du sujet, mais le sujet ne s'engage pas parce qu'il se pose la question, il ne sait pas. C'est ni oui ni non, il s'interroge. Et puis il peut prendre une décision, il peut dire oui, après avoir consulté la météo, il peut dire non. À ce moment-là, on a le jugement. Mais les deux choses sont distinctes. On a besoin aussi que le contenu de pensée reste le même à travers toute cette progression de la simple interrogation à l'affirmation qui vient du fait qu'après délibération, le sujet a décidé. Quand il décide, il juge. Donc c'est une distinction qui paraît tout à fait fondamentale, la distinction entre le contenu et la force, comme dit Frege, la force de l'affirmation ou la force judicative, la force du jugement. L'acte et le contenu, c'est des choses complètement différentes. Et Frege et d'autres après lui ont donné des arguments très convaincants pour dire qu'on avait vraiment besoin de cette distinction-là. Alors ça implique que toute pensée, toute proposition au sens contemporain peut être l'objet d'une affirmation ou d'un jugement, mais aussi être considérée ou être envisagée sans s'engager. Elle peut être simplement conçue et dénuée de toute force. Et c'est pourquoi je vous avais donné la dernière fois à la fin de la séance l'exemple de deux pensées, une qui portait sur... une vraie et une autre qui est fausse. Quand je vous ai montré au tableau ces deux propositions, forcément vous êtes représenté ces contenus de pensée, mais vous êtes représenté ces contenus de pensée sans adhérer aux deux. Les deux étaient contradictoires, donc vous ne pouvez pas
dire oui aux deux, vous ne pouviez pas juger les deux choses, mais vous pouviez penser les deux choses. Et penser les deux choses, ça veut dire simplement accéder à ces contenus, et on peut faire ça en l'absence de tout jugement. Donc tout ça est très important. Mais évidemment, si on accepte ça, qui est le b.a.-ba, la distinction force-contenu, à laquelle sera consacrée ma dernière séance de cours, si on accepte ça, ça pose un problème immédiat pour la théorie aristotélicienne dont je vous parlais, qui nous dit que le jugement, qui est le contenu de pensée vrai ou faux résultant d'un assemblage, implique essentiellement ce troisième terme qui est l'acte de l'esprit, qui attribue la propriété à l'objet, parce que l'acte de l'esprit, ça semble être précisément l'acte de l'esprit qui s'engage, qui attribue effectivement la propriété à l'objet, ou qui refuse la propriété à l'objet. Et c'est très clairement ce que dit la logique de Port-Royal. Or, cet acte-là, Frege nous dit qu'on doit le dissocier du contenu de la pensée. L'acte, il est extérieur. La pensée reste la même qu'on juge ou qu'on ne juge pas. Mais si la pensée reste la même qu'on juge ou qu'on ne juge pas, ça veut dire que dans le contenu de jugement, on n'a pas l'acte de l'esprit. L'acte de l'esprit, il est à l'extérieur, il s'applique au contenu, mais il n'est pas dans le contenu. Mais s'il n'est pas dans le contenu, qu'est-ce qui fait tenir ensemble le sujet et le prédicat, l'élément qui fait le lien? Ce que nous dit la théorie traditionnelle, c'est que ce qui fait le lien, la colle, comme on dit, ce qui fait le lien, c'est l'acte de l'esprit. Donc si on me dit que ce n'est pas l'acte de l'esprit, que l'acte de l'esprit est à l'extérieur, on a un petit problème. Donc ça, c'est la première objection à cette théorie aristotélicienne, ce qui justifie l'opposition que fait Frege entre la pensée elle-même et le jugement. Mais à partir du moment où on dit que le jugement, c'est quelque chose d'extérieur, pour résoudre le problème de l'unité de la proposition, ce qui fait l'unité de la pensée des deux éléments sujet-prédicat, il faut trouver autre chose que l'acte de l'esprit qui affirme ou qui nie. Donc c'est un problème. Problème dont j'ai déjà parlé dans mon cours il y a 2 ans, comme je l'ai indiqué la dernière fois, mais dont je reparlerai donc. Donc ça, c'est une objection fondamentale, très intéressante à la lumière surtout des débats contemporains qui reviennent à la position plus traditionnelle après qu'elle a été abandonnée pendant fort longtemps. Et il y a une deuxième objection, et c'est celle qui va me retenir maintenant et également dans les prochaines séances. La deuxième objection, c'est beaucoup moins connu. C'est une objection à la thèse selon laquelle tout jugement implique la dualité sujet-prédicat. On a besoin de ces deux choses-là. Si on n'a pas ces deux choses-là, on n'a pas la vérité et la fausseté. Et à cela objecte la théorie de Brentano. Alors, ça, c'est le vrai Brentano. La dernière fois, malheureusement, je n'avais pas pris le bon jeu de diapositives avec moi, mais là, c'est le vrai. Donc, Brentano récuse, d'une façon extrêmement originale, l'idée que cette dualité sujet-prédicat, c'est quelque chose qu'on doit trouver dans tout jugement, que l'essence du jugement, c'est ça, c'est qu'on attribue une propriété à quelque chose. Il refuse l'idée que tout jugement a ces deux termes. Donc il refuse cet article essentiel de la logique aristotélicienne. C'est intéressant parce que Brentano est par ailleurs un aristotélicien bien connu, c'est un grand commentateur d'Aristote. Ce que nous dit Brentano, en fait, c'est qu'il y a une autre sorte de jugement qui ne correspond pas à cette structure sujet-prédicat, et c'est ce qu'il appelle les jugements à un seul terme. Des jugements où il n'y a pas les deux termes, il n'y en a qu'un. Et c'est quand même des choses qui sont vraies ou fausses. Ok, donc aujourd'hui, je vous parle de ça. Et je reviens à Aristote, qui nous dit, de façon très claire, que pour avoir quelque chose de vrai ou faux, on a besoin de deux choses. Donc ça, c'est dans les catégories. Il nous dit « Aucun terme en lui-même et par lui-même n'affirme ni ne nie rien. C'est seulement par la liaison des termes entre eux que se produit l'affirmation ou la négation. En effet, toute affirmation et toute négation est vraie ou fausse, tandis que pour des expressions sans aucune liaison, c'est-à-dire sans aucune composition, sans aucun assemblage, il n'y a ni vrai ni faux. Par exemple, homme, blanc, pour, vainqueur, tout ça, c'est ni vrai ni faux.
C'est simplement des idées, si vous voulez. Et dans de l'interprétation, la même idée, c'est dans la composition et la division que consiste le vrai et le faux. Alors, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de pluriel à consiste. J'ai repris tel quel la traduction Tricot. Mais bon. En eux-mêmes, les noms et les verbes sont semblables à la notion, c'est à l'idée qui n'a ni composition ni division. Tels sont l'homme, le blanc, quand on n'y ajoute rien, car ils ne sont encore ni vrais ni faux quand on n'y ajoute rien. On a juste l'homme, c'est ni vrai ni faux. En voici une preuve, nous dit-il. Buxer signifie bien quelque chose, mais il n'est encore ni vrai ni faux. Il faudrait peut-être dire, mais ça n'est encore ni vrai ni faux, à moins d'ajouter qu'il est ou qu'il n'est pas. Alors vous pouvez demander, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Buxer? Moi, quand j'ai lu ce passage d'Aristote, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Buxer? Aristote a l'air de faire comme si il y avait cette idée de Buxer, peut-être un croisement de bouc et de cerf. En fait, si on regarde dans Wikipédia, on voit qu'il y a effectivement une catégorie de Buxer. On attribue ça à Aristote. Enfin, on dit que Aristote, que c'est mentionné, bête mystérieuse décrite par les anciens, notamment Aristote. Donc là, c'est ce qu'on a dans ce passage. Et apparemment, il est question de la possibilité que ce soit un animal réel, dont le buffon a cru y reconnaître une variété de cerf ordinaire. Et puis, on emploie ce terme aussi pour les antilopes à cornes en spirale. Donc, manifestement, il y a des gens qui pensent qu'il y a des Buxer, mais Aristote, pas. Aristote, il prend ça pour quelque chose de mythologique, ou enfin, quelque chose qui n'existe pas. C'est pourquoi il pense qu'avec cet exemple, il pense que le Buxer, c'est ni vrai ni faux, c'est juste une idée, mais je peux dire, ça n'existe pas, le Buxer n'existe pas, le Buxer n'est pas. Et si je dis le Buxer n'est pas, ben, j'ai l'idée de Buxer, mais le Buxer n'est pas, c'est un jugement qui est vrai ou faux. Mais c'est vrai ou faux, pourquoi? Parce que j'ai ajouté quelque chose, n'est pas. Donc il y a un prédicat là. On refuse l'existence au Buxer. Si je dis le Buxer est, ben, on a l'ajout d'un prédicat. Donc ça, c'est cet exemple qui est présent comme une preuve que concevoir ne suffit pas pour avoir quelque chose de vrai ou faux, il faut le jugement. Le jugement implique la dualité, qu'à côté de la chose à quoi l'on pense, il y a une propriété qu'on lui attribue, et cette propriété, ça peut être simplement l'existence, comme ici. Si je me contente de concevoir un Buxer, on ne peut évaluer cela, ma pensée, ni comme vraie ni comme fausse, tant que je n'ai pas été plus loin, tant que je n'ai pas attribué ou refusé, par exemple, l'existence. Donc ça, c'est la position d'Aristote, et c'est la position également traditionnelle. À nouveau, ouvrez n'importe quel traité de logique, et vous trouverez l'idée qu'on a, par exemple ici, dans la logique de John Stuart Mill, mais on trouve la même idée dans la logique de Port-Royal, selon laquelle il y a deux emploi du mot « est ». Il y a l'emploi comme copule, à gauche, où ça ne signifie pas du tout l'existence. La preuve, là, on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. On dit « un centaure est une fiction des poètes ». Le « est » est simplement la copule, c'est l'acte de l'esprit qui attribue au centaure la propriété d'être fictionnel. En revanche, si je dis « un centaure est », là, ce n'est pas le même « est », parce que là, ce n'est pas la copule, c'est un prédicat d'existence qui attribue au centaure une propriété, qui est la propriété d'exister. Parfois, ce que nous disent ces traités de logique, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, mais peut-être dans la logique de Watt, je ne sais plus très bien où, mais c'est l'idée que est, ici, c'est comme je vous disais que Jean court, c'est Jean est courant. Ils nous disent que le est ici a double fonction à la fois de copule et de prédicat, et ce que ça nous dit, c'est un centaure est existant. Existant, c'est le prédicat, est, c'est la copule, et là, quand on dit est, ça veut dire les deux à la fois. En tout cas, il y a cette idée qu'il y a deux valeurs de est, une valeur existentielle, prédicative, et puis une valeur copulative, disons, où ça ne participe pas à la matière du jugement, mais seulement apporte la forme. Et Brentano, donc je vous cite Mill, parce que Brentano en parle aussi, ainsi que de la logique de Port-Royal, il cite souvent et il récuse absolument cette idée-là.
Ce que pense Brentano, c'est que d'abord, il n'y a pas deux haies, il pense qu'il n'y en a qu'un seul. Et il pense que dans un centaure haie, ce qui est une façon un peu bizarre en français en tout cas d'exprimer les choses, en grec ça passe mieux, en tout cas c'est pas important, il pense que ce qu'on a là, c'est pas un prédicat. Donc lui dit, c'est vrai que si je dis un centaure est ou un bout de cerf est, c'est vrai que c'est vrai ou faux. Ça, il ne le dit pas. C'est vrai qu'on a véritablement un jugement, mais il nie que ce jugement soit un jugement sujet-prédicat parce qu'il nie que le est, que l'existence ici, soit un prédicat. La dernière fois déjà, j'ai évoqué le fait que, et je viens de rappeler il y a un instant, que pour Brentano, il n'y a pas que la catégorie des jugements catégoriques au sens d'Aristote, avec ces deux termes, le sujet et le prédicat. Il y a aussi ce que Brentano appelle les jugements thétiques, les jugements à un seul terme, dont le paradigme, ce sont les jugements météorologiques. Il fait jour, il pleut, il tonne, il neige. Il n'y a pas de sujet là-dedans. Il y a seulement, et on ne peut même pas parler de prédicat à proprement parler parce qu'il n'y a pas de sujet, mais il y a quelque chose de type prédicatif peut-être, mais pas vraiment parce qu'il n'y a pas le couple. Enfin, en tout cas, il y a un seul terme. Et c'est pareil pour ça sent bon, comme j'ai dit la dernière fois. Donc tout ça, sur le plan grammatical, il y a des sujets, mais ce sont des sujets impersonnels. Ce ne sont pas des vrais sujets. Et Brentano étend ça à toute la catégorie des jugements existentiels. Il y a des êtres malfaisants, il y a du bruit, il y a des bouts de cerf. Pour lui, ce sont des jugements à un seul terme. Il y a l'idée de bout de cerf là-dedans, et c'est tout ce qu'il y a. Et ce qu'il y a en plus, c'est un acte de l'esprit qui affirme que ça existe. C'est ça qu'il pense. Mais le contenu, la matière du jugement, c'est seulement le bout de cerf. Donc ça, c'est la perspective de Brentano qui pense qu'il y a ces deux catégories de jugement et que donc il faut rejeter cette idée aristotélicienne, selon laquelle dans tout jugement, il doit y avoir cette structure. Parce que lui pense qu'il y a une autre structure, c'est celle des jugements thétiques. Bon, mais là, j'anticipe un peu. En tout cas, Brentano invoque évidemment Kant, parce que Kant a soutenu que l'existence n'est pas un prédicat, donc Brentano pense la même chose. Et il fournit un argument, une sorte d'argument un peu technique, disons, que je vais quand même vous en dire un mot, à l'appui de l'idée selon laquelle, quand on dit un bout de cerf est ou quelque chose de ce genre, le est n'est pas un prédicat. Pas plus que dans Jean est malade, est est un prédicat. Et donc ce qu'il fait, c'est il montre qu'on peut traduire toutes les propositions de la logique aristotélicienne en propositions existentielles. On a une traduction, un procédé de traduction systématique qui marche. Et si on fait cette traduction, la copule des propositions aristotéliciennes, propositions catégoriques, sujet-prédicat, va se retrouver transposée sous la forme de ce « est » qu'on a dans le bout de cerf « est ». On va s'apercevoir que le « est » de ces propositions existentielles joue exactement le même rôle que la copule dans les propositions catégoriques, qu'on peut passer de l'un à l'autre. Alors je vous montre comment on passe de l'un à l'autre. Ça, c'est des propositions donc, catégoriques de la logique aristotélicienne. Et ça, c'est les traductions de Brentano. Tout homme est mortel, ça nous dit simplement qu'un homme immortel n'est pas. Un homme immortel, ça n'existe pas. Aucun homme n'est mortel, ça nous dit qu'un homme mortel, ça n'existe pas. Certains hommes sont méchants, ça nous dit qu'un homme méchant, oui, ça existe. Et certains hommes ne sont pas méchants, ça nous dit qu'un homme non méchant, ça existe. Et à chaque fois, on reformule les choses de façon que toute la matière du jugement se trouve condensée dans le terme grammaticalement sujet. Je vous avais dit que dans certains hommes sont méchants, par exemple, la matière du jugement, c'est homme et méchant. Et le son, la copule, sert simplement, c'est l'acte de l'esprit qui attribue la propriété au sujet. Eh bien, ce que pense Brentano, c'est que les choses ne changent pas quand on fait la transposition. C'est comme simplement si on
on manipulait un peu les choses de façon à postposer la copule en quelque sorte. Donc il nous dit qu'un homme est grand, la matière du jugement c'est homme est grand, la forme, l'acte de l'esprit, c'est ce qui correspond, la copule correspond ou exprime, reflète l'acte de l'esprit qui attribue la grandeur à l'homme. Et Brentano nous dit, on peut reformuler ça en condensant toute la matière du jugement dans le terme grammaticalement sujet, un homme grand, et on attribue l'existence à cette chose. Et il nous dit que ça ne change pas l'analyse logique. On a changé grammaticalement les choses, on a fait une paraphrase grammaticale, mais sur le plan logique, c'est exactement la même chose, c'est le même jugement, avec la matière du jugement d'un côté et la forme de l'autre. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans l'énoncé existentiel, un homme grand est, qui est une façon un peu bizarre de s'exprimer, mais vous voyez ce que ça veut dire, dans un homme grand est apporte l'acte de l'esprit qui affirme la chose, qui dit oui, ça existe. Mais la matière du jugement, c'est simplement un homme grand. Et donc si c'est vrai, quand je vous dis un bout de serre est, ce n'est pas sujet-prédicat. Dans un bout de serre est, toute la matière du jugement, c'est bout de serre. Il n'y a rien d'autre. Il y a simplement, ce qu'il y a d'autre, ce n'est pas la matière, c'est la forme, c'est-à-dire l'acte de l'esprit qui, à propos de cette idée de bout de serre, nous dit oui, ça existe. C'est ça la position de Brentano. Donc selon Brentano, tout ce qui peut être conçu, tout ce qu'on peut se représenter, peut faire l'objet d'un jugement qui affirme la réalité de ce qui est conçu. Donc le jugement, c'est simplement ce oui ou non de l'esprit qui affirme la réalité ou qui nie la réalité de la chose conçue. Et ce qui est conçu, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bout de serre, ça peut être quelque chose de complexe, comme la possession par le bout de serre de deux ailes sur le dos, par exemple. Ça, ce serait, si je vous dis les bouts de serre ont deux ailes sur le dos, là il y a un contenu complexe. On a bien le prédicat, avoir deux ailes sur le dos, le sujet, le bout de serre. Mais l'acte de l'esprit peut être là ou pas. C'est l'idée de la distinction force-contenu. C'est-à-dire que l'esprit peut ou non acquiescer à cette idée que les bouts de serre ont des ailes sur le dos, ou l'esprit peut refuser, ou l'esprit peut s'interroger, ne pas savoir. Donc l'acte de l'esprit peut être là ou pas. Le contenu peut être complexe, comme dans ces cas où on a sujet-prédicat, mais il peut être simple, comme dans le cas où simplement je me représente un bout de serre et je dis oui, ça existe, ou non, ça n'existe pas, auquel cas, le contenu, ce n'est pas sujet-prédicat, c'est un contenu à un seul terme. Et on a l'acte de l'esprit. Et il ne faut pas confondre l'acte de l'esprit avec un prédicat. À nouveau, l'existence n'est pas un prédicat. L'existence, c'est simplement l'esprit qui reconnaît la réalité de la chose qu'il se représente. Et donc c'est pourquoi Brentano rejette cette idée qu'on trouve dans la logique de Porrial et chez Mill, selon laquelle le mot est a deux emplois distincts. Un emploi prédicatif et l'emploi comme copule. Il pense que c'est le même emploi dans les deux cas, c'est l'emploi pour exprimer l'acte de jugement. Et il pense donc que dans un centaure est, être n'est pas plus un prédicat dans ses propositions existentielles qu'il ne l'est dans son emploi comme copule. Et là, je vais donner la parole à Brentano, que je cite d'après la traduction glandillac de la vieille édition Aubier-Montaigne. Il y a plusieurs éditions qui sont disponibles de la psychologie du point de vue empirique de Brentano, donc livre sur lequel ici je m'appuie. Notamment Gallimard a publié une traduction dont j'avais montré la couverture dans un cours il y a quelques années, je crois. Il y a aussi cette édition Chevrin. Mais bon, les traductions que je cite là, c'est la vieille traduction de Glandillac. Donc il nous dit, grâce à la réduction de la proposition catégorique, c'est la proposition aristotélicienne avec deux termes qui sont des classes, etc. Grâce à la réduction de la proposition catégorique en proposition existentielle, l'être de la proposition existentielle prend la place de la copule et montre ainsi qu'il n'est pas plus prédicatif que cette copule. Donc ça, on comprend bien. Mais ensuite, il y a un passage
très intéressant, mais un peu plus complexe, donc on peut l'analyser. Il nous dit, si on avait retenu ça depuis le début, personne ne se serait probablement avisé de distinguer représentation, c'est-à-dire idée, et jugement, en voyant dans le contenu des unes les idées, les représentations ou les présentations, comme on dit parfois en traduisant Brentano, dans le contenu des unes, une pensée simple, et dans celui des autres, le contenu des autres, les jugements, une pensée complexe. Donc ce qu'il nous dit, c'est que cette opposition idée-jugement, fondée sur le fait que le contenu de jugement est complexe, il y a sujet-prédicat, alors que le contenu de l'idée, c'est quelque chose de simple, il nous dit que ça ne tient pas du tout la route. En réalité, nous dit-il, représentation et jugement, c'est-à-dire idée et jugement, ou pensée, enfin, idée et jugement, ne présentent aucune différence sur le plan du contenu. Donc là, j'ai rajouté des choses pour expliquer ce qu'il veut dire, mais seulement sur le plan de la force. Ça, c'est moi qui le dis. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la notion de jugement, il faut la comprendre à la façon de Frege. Donc lui, il vient bien avant Frege. Mais là, il est en train de nous faire la distinction force-contenu. Et c'est une petite parenthèse, cette distinction de force-contenu qu'on attribue donc à Frege, comme je le disais tout à l'heure, elle a été faite par plein de gens. Je vous donnerai une citation de Mill tout à l'heure, John Stuart Mill, qui fait la distinction de façon très claire. Brentano l'a fait de façon très claire. Thomas Reid l'avait fait de façon très claire aussi. Donc beaucoup de gens, et puis parmi les médiévaux, il y avait un certain nombre de personnes qui l'avaient faite aussi. Donc c'est une distinction qui existait, même si elle n'était pas majoritaire. Et en tout cas, Brentano insiste beaucoup. Donc ce que nous dit Brentano, c'est que l'idée de jugement, c'est l'idée d'un acte de l'esprit. Il faut comprendre le jugement comme ça. Le jugement implique un acte de l'esprit qui affirme. Ce n'est pas une affaire de contenu, puisque cet acte de l'esprit peut s'opérer, même si vous avez un contenu simple, comme l'idée du bout de serre. Bon, l'idée du bout de serre, c'est peut-être un peu complexe parce qu'il y a l'idée de boucle et l'idée de serre mélangées, mais prenez une idée aussi simple que vous vouliez. Si vous dites que le ciel, ça existe, le ciel est, ben vous concevez le ciel, c'est ça que vous vous représentez, vous avez une idée du ciel, et vous avez l'acte de l'esprit qui dit oui, ça existe évidemment. Pour Brentano, c'est un jugement parce qu'il y a l'acte de l'esprit. Mais le contenu, il est simple. Ce n'est pas que le jugement, forcément, va avec un contenu complexe. Il peut y avoir des jugements avec un contenu simple. Le jugement signifie simplement qu'il y a l'acte de l'esprit. Et je continue. En réalité, nous dit-il, oui, je reprends, représentation et jugement, donc idée et jugement, ne présentent aucune différence sur le plan du contenu. Dans l'affirmation, dans la négation, dans la simple interrogation, c'est le même objet qui est présent à la conscience. Donc ça, c'est à nouveau l'idée qu'on trouve chez Frege, que le contenu, qu'on juge ou qu'on nie, qu'on affirme ou qu'on nie, ou qu'on s'interroge simplement, il y a des actes de l'esprit qui sont différents, mais ça vis-à-vis d'un contenu qui, lui, est toujours le même. Donc, dans l'affirmation, dans la négation, dans la simple interrogation, c'est le même objet qui est présent à la conscience, le même contenu. Dans le troisième cas, le cas de la simple interrogation, il y a simple représentation. Il n'y a pas de jugement parce que l'esprit ne dit ni oui ni non. Il s'interroge. Donc, dans ce cas-là, il y a simple représentation, il n'y a pas jugement. Dans les deux premiers cas, quand il y a affirmation, quand il y a négation, il y a à la fois représentation, on se représente la chose, il y a le contenu présent à l'esprit, et acceptation ou rejet. Donc, quand on a vraiment jugement, qu'il soit positif ou négatif, on a bien deux choses, le contenu et la force. Le contenu, c'est ce qu'on se représente. La force, c'est l'adhésion ou le rejet de la part du sujet qui se représente. L'adhésion ou le rejet vis-à-vis du contenu qui est représenté. Tout objet contenu dans une représentation peut devenir également, le cas échéant, le contenu d'un jugement. J'ajoute, si on adjoint à la représentation l'acte d'acceptation ou de rejet. Donc ça, c'est très important. Il dit qu'il y a cette idée de représentation. Ce qu'on se représente, ce qu'on conçoit, ça peut être simple, ça peut être complexe, ça peut être tout ce que vous voulez. Et quel que soit le contenu de représentation, vous pouvez toujours avoir un jugement si vous avez l'acte de l'esprit qui dit oui ou qui dit non. Et donc ça donne une théorie complètement différente de la théorie aristotélicienne. Car ce que ça nous dit, c'est que le contenu d'une simple représentation
peut être simple ou complexe. Ça paraît un paradoxe, parce que je dis le contenu d'une simple représentation peut être simple ou complexe, mais si la représentation est simple... Non, il y a deux sens de simple. C'est ce qui est impliqué par le passage. Ce qui fait qu'une représentation est une simple représentation, en un certain sens, c'est le fait qu'elle ne s'accompagne pas d'un jugement, d'un oui ou d'un non de l'esprit. Donc quand vous vous interrogez, ou quand vous lisez un texte de fiction, peut-être, ou dans ce genre de cas, vous vous représentez les choses sans juger si c'est vrai ou si c'est faux. Peut-être que vous ne le savez pas encore, vous n'êtes pas encore en mesure de juger, ou peut-être que ça ne vous intéresse pas. Vous concevez simplement la chose. Et dans ce cas-là, c'est une simple représentation, parce que ça n'est pas accompagné par l'acte mental de jugement de l'esprit. C'est une simple représentation, mais le contenu de la représentation lui-même peut être simple ou complexe. Donc c'est un autre sens de simple. Le contenu peut être simple ou complexe selon qu'il y a un terme, deux termes, tout ce qu'on voudra. Mais la représentation, même si le contenu est complexe, peut être simple au sens où elle peut ne pas s'accompagner de l'acte de jugement. Et donc ça montre que la dualité sujet-prédicat, évidemment, n'est pas constitutive du jugement, puisqu'on peut avoir un jugement, quel que soit le contenu, et donc même si c'est un contenu simple. Et je vous ai dit que j'allais citer John Stuart Mill, qui fait aussi la distinction force-contenu, et il en tire la même conclusion que la dualité, en tout cas ce qu'il nous dit, c'est que la dualité sujet-prédicat, ce n'est pas constitutif du jugement, si on prend par jugement l'idée qu'il y a l'acte de l'esprit, parce qu'on peut très bien avoir la dualité sujet-prédicat, alors même que l'acte de l'esprit affirmant n'est pas là, parce que simplement on s'interroge ou qu'on nie. Il nous dit, nous pouvons joindre ensemble deux idées sans aucun acte de croyance, sans aucun engagement épistémique de la part du penseur. Comme lorsque nous imaginons simplement quelque chose. Alors il donne l'exemple de la montagne d'or, qui serait là une idée simplement, mais enfin, quelque chose qu'on imagine, donc on l'imagine, mais on ne prend pas position, on ne dit pas que ça existe. Ou, c'est mieux la suite, ou bien lorsque nous faisons un acte positif de non-croyance. Donc ce qu'il nous dit, c'est que si je récuse une certaine pensée, il donne l'exemple, car pour ne pas croire que Mahomet était un apôtre de Dieu, donc il imagine un chrétien qui veut nier que Mahomet soit un apôtre de Dieu, ben il dit que pour nier ça, il faut bien mettre en présence dans son esprit l'idée de Mahomet et celle d'un apôtre de Dieu. Il faut bien mettre ces deux choses en présence. Mais ces deux choses, on les met en présence sans l'acte de jugement. Alors évidemment, un aristotélicien pourrait répondre que là aussi il y a un acte, c'est l'acte de jugement négatif, l'acte de division, et que ça suffit pour qu'on ait effectivement fausseté. Mais en tout cas, la position que défend Mill ici, c'est aussi de dissocier l'idée de jugement de l'idée de contenu complexe avec sujet-prédicat, puisqu'il nous dit qu'on peut avoir un contenu complexe avec sujet-prédicat, même si l'acte de jugement n'est pas accompli, même si on est en train d'imaginer simplement quelque chose. À ce moment-là, si j'imagine simplement qu'il fera beau demain, je ne suis pas en train de juger, c'est une simple imagination. Ou si je m'interroge, je ne suis pas en train de juger, et pourtant, bon là ce n'est pas un bon exemple, j'ai pris un exemple météorologique, ça tombe mal, mais remplacer ça par quelque chose qui est vraiment une structure sujet-prédicat, on peut avoir cette structure sujet-prédicat alors qu'il n'y a aucun engagement du locuteur, du penseur, qui se contente d'envisager une certaine possibilité. Aussi bien Mill que Brentano donc, recourent à la distinction force-contenu pour dire c'est pas vrai que le jugement est constitué par cette liaison du sujet et du prédicat, parce qu'on a besoin de cette liaison quand on imagine un certain contenu complexe comme on ne va pas donner d'exemple. Donc on a tous ces cas où on n'a pas la force judicative ou la force assertive, parce qu'on n'affirme pas et même on ne nie pas, on s'interroge ou on fait des hypothèses. Dans tous ces cas-là, le contenu est le même, et c'est un contenu qui peut avoir la structure sujet-prédicat, qui peut être une vraie proposition vraie ou fausse, ce qui implique qu'il y a une sorte de liaison du sujet et du prédicat, mais cette liaison, ça ne peut pas être le jugement, parce que le jugement, lui, il n'est pas là. Donc il faut dissocier ces deux choses-là. Et dans l'autre sens, dissocier ces deux choses-là, ça veut dire que cette dualité sujet-prédicat, cette structure complexe, n'est pas constitutive du jugement, n'est pas suffisante pour qu'on ait jugement. Puisqu'on peut avoir cette structure complexe alors même qu'on est simplement en train d'imaginer ou de faire des hypothèses ou de concevoir.
sans juger. Donc ça nous montre bien que ce n'est pas suffisant pour qu'on ait jugement. Et ce n'est pas non plus nécessaire pour qu'on ait jugement, selon Brentano, puisqu'on peut avoir des vrais jugements sans le contenu complet sujet-prédicat, sans la dualité, comme lorsque les jugements ont un contenu simple, comme dans le cas des énoncés météorologiques, comme il fait beau, etc. Ou le Boutser. Boutser, c'est un contenu relativement simple. J'affirme la réalité, la réalité de ce que je me représente. Et là, on a bien un jugement, alors même qu'on n'a pas la structure sujet-prédicat. Donc, la structure du jugement, on va maintenant synthétiser cette position très intéressante de Brentano. La structure du jugement peut être représentée, je vais vous montrer un tableau, représentée de la façon suivante, en utilisant les signes plus et moins pour représenter l'acte de l'esprit qui juge oui ou non. Plus, c'est s'il y a l'acte affirmatif de l'esprit qui dit oui, moins, c'est s'il y a l'acte négatif de l'esprit qui dit non. Et donc, dans le tableau que je vous présente maintenant, la distinction principale, c'est celle entre la force. La force, c'est ce qui distingue un jugement affirmatif ou négatif, deux types de force, positive ou négative, d'une simple représentation. Une simple représentation, c'est quelque chose où il n'y a pas la force. On n'a pas accompli l'acte de dire oui ou non. Donc il y a la distinction entre la force et le contenu, car lui, le contenu, il est là dans tous les cas. Que vous jugiez de façon négative ou positive, ou que vous vous contentiez de concevoir, c'est toujours le même contenu. Ça, c'est le point essentiel de la distinction force-contenu. Et cette distinction entre la force et le contenu se croise avec la distinction entre deux types de contenus, les contenus simples à un seul terme et les contenus complexes à deux termes. Donc je représente ça, les contenus simples, par simplement la lettre A. Il y a une notion, une idée, l'idée de Boutser, par exemple, de Boutser, je ne sais pas comment il faut dire, que vous vous représentez, c'est votre contenu, mais il y a aussi des contenus complexes AB. Aristote est mortel, par exemple, c'est un contenu AB où il y a Aristote, mortel. Ces deux choses-là sont assemblées dans le jugement Aristote est mortel, contenu AB, contenu complexe, mais ce contenu, nous dit Brentano, comme Mill et comme Thomas Reid, etc., ce contenu peut ou non faire l'objet d'un jugement négatif ou positif. On peut aussi simplement envisager cette chose, se poser la question sans juger. Et donc on obtient ça. La simple représentation, c'est le cas où il n'y a pas de force. C'est le cas, typiquement, et c'est ce que dit Frélu aussi, le cas où on s'interroge, on se pose la question. Quand vous avez une question, est-ce qu'il fera beau demain ? Ben, le contenu de cette question, c'est le même contenu que quand vous dites « il fera beau demain » ou quand vous niez qu'il fera beau demain. C'est toujours le même contenu, mais quand vous vous posez la question, il n'y a pas de force. Vous n'affirmez ni ne niez. Quand vous affirmez ou vous niez, il y a un contenu, et à ce moment-là, c'est un jugement affirmatif, parce qu'en plus de la conception, vous avez l'acte de l'esprit. Et quand il y a le jugement négatif, pareil, en plus de la conception, il y a l'acte de l'esprit, mais c'est l'acte inverse. Et cette distinction entre ces trois choses, la simple représentation sans force ou les deux cas de force qui peuvent être positives ou négatives, ça peut s'appliquer à des contenus qui peuvent être simples ou qui peuvent être complexes. Donc, comme je dis, la théorie aristotélicienne qui nous dit on a les idées d'un côté, on conçoit les choses, mais ça ne suffit pas pour avoir du vrai et du faux. Pour avoir du vrai et du faux, on a besoin du jugement, et le jugement, c'est l'articulation complexe du sujet et du prédicat, qui sont liés ensemble par l'acte de l'esprit qui dit oui ou qui dit non. Cette théorie-là se trouve rejetée donc au nom de deux objections radicales. Première objection, la distinction force-contenu, qui est qu'on peut avoir cette structure sujet-prédicat sans avoir le jugement, donc ce n'est pas du tout la même chose. Deuxième objection, parmi les choses vraies ou fausses, parmi les jugements vrais ou faux, il y en a qui ont un seul terme, dont le contenu comporte un seul terme, et plus l'acte de l'esprit qui juge la chose réelle. Et évidemment, on peut aussi avoir le cas très simple, on a une simple représentation sans force et un contenu simple. Comme quand je me représente le Boutser, quand j'imagine un Boutser. J'imagine un Boutser, mon contenu c'est un Boutser, contenu simple, pas du tout sujet-prédicat, puis il n'y a pas de force, parce que je m'imagine simplement. Mais même le Boutser, on peut avoir un vrai jugement si je juge que ça existe. Et bien entendu, on a toutes ces variétés possibles aussi quand on a la structure, la dualité sujet-prédicat dans le contenu.
OK. Donc on a la distinction sujet-prédicat, la distinction force-contenu qui est un argument contre la conception aristotélicienne, et l'autre argument, c'est celui sur lequel je veux m'appesantir un peu, c'est l'argument des jugements thétiques, c'est le fait que parmi les jugements vrais ou faux, il y en a qui n'ont pas la structure sujet-prédicat. Mais avant d'en parler un peu plus, c'est une idée qui a eu toute une postérité, je vais vous la mentionner dans un instant, mais d'abord je voudrais qu'on regarde d'un petit peu plus près l'argument de Brentano qui croit avoir prouvé déductivement, nous dit-il, sa théorie. Et notamment le fait que dans un centaure est ou un bout de cerf est, le est n'est pas un prédicat. Il croit avoir prouvé cette idée, donc l'idée kantienne que l'existence n'est pas un prédicat, par sa procédure de traduction systématique des propositions de la logique aristotélicienne en propositions existentielles, qui montrent que le est de la proposition existentielle joue le même rôle que la copule des propositions catégoriques, pour laquelle on est bien d'accord que la copule ne contribue pas à la matière du jugement, mais apporte seulement l'acte de l'esprit. Donc il croit avoir prouvé ça. Et je pense, je veux juste le dire en passant, parce que c'est un détail, mais moi je ne suis pas du tout convaincu par sa démonstration, par sa preuve. Parce que donc on a cette équivalence. Il nous montre, et là je pense qu'il a raison, il nous montre qu'une proposition comme tout homme est mortel, ça dit la même chose qu'une proposition existentielle comme un homme immortel n'est pas. Donc, proposition impliquant une négation. Et c'est vrai que c'est équivalent. Et donc il arrive à nous montrer qu'il y a systématiquement des équivalences entre ces propositions de la logique aristotélicienne et les propositions qu'on obtient si on fait les modifications qu'il suggère. Mais il en conclut que puisque le mot « est » dans les propositions aristotéliciennes comme « tout homme est mortel », puisque le mot « est » ne contribue pas à la matière du jugement et représente simplement l'acte de l'esprit, du coup, nous dit-il, dans la traduction, qui est « un homme immortel n'est pas », dans la traduction, le « est » ici, ou le « n'est pas », c'est pareil, c'est simplement l'acte de l'esprit, ça ne contribue pas à la matière du jugement. Il pense que parce que ces propositions sont équivalentes, ce qu'on dit de l'une vaut pour l'autre. Et ça me paraît... il me semble là qu'il y a une sorte de prémisse cachée que j'aurais tendance, moi, à nier. Et je vous donne un exemple pour la raison pour laquelle je ne suis pas complètement convaincu par ça. Si vous prenez une phrase comme « Jean est bon », vous avez aussi une équivalence avec une autre phrase comme « La bonté est une propriété de Jean ». On est bien d'accord que ça dit la même chose en un certain sens. Mais moi, je n'ai pas envie de dire que c'est la même proposition. J'ai envie de dire que c'est deux propositions qui sont équivalentes. Je n'ai pas envie de dire que c'est la même proposition, parce que dans la première proposition, vous parlez de Jean, vous lui attribuez la propriété d'être bon. Dans la deuxième proposition, vous parlez de la propriété d'être bon, donc c'est elle dont vous parlez, et vous lui attribuez une propriété d'ordre supérieur, la propriété d'appartenir à Jean, et évidemment, c'est équivalent. Mais le fait que ce soit équivalent ne veut pas dire que c'est la même chose. Ça veut dire simplement qu'elles ont les mêmes conditions de vérité, comme on dit, elles sont vraies dans les mêmes circonstances, ces deux propositions. Mais il y en a une quand même où on parle de la propriété d'être Jean, la propriété d'être bon, et pas dans l'autre. Donc imaginez un sujet très très rudimentaire qui n'aurait pas les capacités mentales pour faire référence à des propriétés ou pour s'élever à ce discours où on réifie les propriétés, il ne pourrait pas penser la deuxième chose, mais il pourrait penser la première. Je ne suis pas convaincu que le fait que les propositions soient équivalentes signifie que c'est la même proposition. Alors, je reconnais qu'il y a des gens qui ont soutenu ça. Notamment Ramsay, c'est bien connu, a soutenu que c'était vraiment deux façons de dire la même chose, que la différence est purement grammaticale. C'est une position possible, et peut-être que c'est la bonne, mais on ne sait pas, c'est vraiment une question ouverte. Il y a une autre position qui consiste à dire que non, c'est deux propositions différentes. Dans le détail, elles font des choses différentes, elles ne parlent pas des mêmes choses, elles n'attribuent pas les mêmes propriétés. Il se trouve qu'elles sont équivalentes, c'est qu'attribuer à Jean la propriété d'être bon, ou attribuer à la propriété d'être bon, à la bonté, la propriété d'ordre supérieur d'être une propriété de Jean,
Ces deux choses-là sont vraies toujours dans les mêmes circonstances, mais ce n'est quand même pas les mêmes propositions puisqu'on ne parle pas des mêmes choses et qu'on n'attribue pas les mêmes propriétés. Et peut-être vous donner d'autres exemples qui mettent en cause où aussi on a une équivalence et où ce n'est pas complètement évident que ce soit la même proposition. Ça, c'est plutôt une sorte de curiosité pour les linguistes. Il y a un peu un débat sur la question de savoir si, quand vous avez un emploi intransitif d'un verbe comme manger, vous dites Jean mange, c'est évidemment équivalent à dire qu'il mange quelque chose, parce que, enfin équivalent, c'est équivalent sous réserve que quelque chose soit quelque chose de mangeable. Je me dis ça entre parenthèses, mais faisons comme si cette différence-là n'était pas pertinente. Donc on ne peut pas manger sans manger quelque chose. Et donc c'est vrai dans les mêmes circonstances. Encore une fois, en faisant abstraction de cette possibilité de manger de l'immangeable, qui ne serait pas mangé à ce moment-là, mais qui serait quand même manger quelque chose, peut-être. Donc c'est équivalent, mais moi, il y a des gens qui pensent que quand vous dites « Jean mange », il y a un objet, un quelque chose qui est implicite, comme s'il était élidé, mais qui est là, dans la structure syntaxique peut-être sous-jacente, et que donc c'est une différence qui est purement superficielle, la différence entre les deux. Qu'en fait, quand vous dites « Jean mange », ça veut dire qu'il mange un aliment. Il y a des gens qui pensent ça, mais il y en a d'autres qui ne pensent pas ça. Il y en a d'autres qui pensent que manger, c'est une propriété, un état qu'on attribue à Jean, une activité plutôt, et que cette activité implique un aliment sur lequel elle s'exerce, mais il n'est pas linguistiquement représenté. Tandis que dans la phrase « Jean mange quelque chose », l'aliment est représenté linguistiquement. Il est conceptualisé, et ce n'est pas la même chose. Alors vous allez me dire « mais si, c'est la même chose ». Mais je vous donne un autre exemple pour vous convaincre. Si vous dites « Jean danse », vous êtes d'accord que c'est équivalent à « Jean danse quelque part », parce que c'est forcément vrai dans les mêmes circonstances. Enfin, je prends « Jean danse » pas dans un sens habituel. Jean est en train de danser, prenez plutôt. Jean est en train de danser, Jean est en train de danser quelque part. C'est forcément vrai dans les mêmes circonstances. Jean ne peut pas être en train de danser sans être en train de danser quelque part, parce que tout événement doit bien se passer quelque part. Donc ces deux choses-là sont vraies dans les mêmes circonstances, mais ce n'est pas la même proposition. Si je vous dis que Jean est en train de danser, je vous dis une chose à propos de Jean, qu'il est en train de danser, je ne vous parle pas du tout du lieu, je ne vous en parle pas. Je n'en dis rien. Si je vous dis Jean est en train de danser quelque part, je ne vous dis pas grand-chose du lieu, parce que je ne vous l'identifie pas. Mais j'en parle. J'évoque le lieu, la question du lieu se pose. Donc ce n'est pas la même proposition. Et pourtant, elles sont équivalentes. Et donc, je pense qu'il y a une possibilité de soutenir qu'on a parfois des équivalences qui n'impliquent pas que les choses équivalentes soient la même proposition. Et donc, le simple fait que Brentano ait raison de dire que la proposition « tout homme est mortel » et la proposition « un homme immortel n'est pas », comme il dit, que ces propositions-là soient équivalentes, ne veut pas dire qu'elles soient la même proposition. Il se peut que dans une de ces propositions-là, il y ait le prédicat est au sens du prédicat d'existence, qui soit un vrai prédicat, qu'on attribue ça, la non-existence, disons, à un homme immortel, on se représente un homme immortel, on dit ça n'existe pas. Il se peut très bien que les gens qui disent que ici on prédit quelque chose d'un homme immortel, à savoir qu'il n'existe pas, il se peut que cette position soit exacte, alors que dans la phrase initiale « tout homme est mortel », le « est » n'est que la copule et ne porte rien à la matière du jugement, c'est compatible avec le fait que ces propositions soient équivalentes. On ne peut pas immédiatement conclure, comme il le fait, de l'équivalence au fait que tel élément qui apparaît dans les deux propositions joue le même rôle dans les deux propositions. Il se pourrait très bien que « est » dans un cas soit un prédicat d'existence et dans l'autre cas soit la copule, ça n'empêcherait pas les deux propositions d'être équivalentes éventuellement. Bon, tout ça c'est seulement en passant pour montrer que la preuve de Brentano, à mon avis, n'est pas vraiment complètement démonstrative, complètement convaincante. Mais ce n'est pas important, parce que ce qui compte, c'est la position sur le fond. Oui, vous avez des places, même au premier rang. D'accord. Quelle que soit l'insuffisance de l'argument de Brentano, donc je pense qu'il est insuffisant, il y a la position de fond, et il se peut très bien qu'il ait raison sur le fond. Je pense d'ailleurs
oui, il y a une bonne chance de penser, enfin, c'est tout à fait raisonnable de penser qu'il a raison sur le fond. En tout cas, dans la suite de ses travaux, Brentano a poursuivi et élaboré son intuition initiale concernant la spécificité des propositions existentielles, notamment, en tant que proposition à un seul terme où on affirme la réalité d'une chose conçue au lieu de se contenter de la concevoir. Alors il faut que je mentionne quelqu'un d'autre que Brentano, qui est son élève Anton Marti, auteur d'une œuvre assez considérable en philosophie du langage, de nombreux volumes. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit, ou en tout cas grand-chose de traduit en français. Donc élève de Brentano, et ils ont travaillé ensemble notamment à cette question des jugements thétiques par opposition aux jugements catégoriques traditionnels. Donc Marti et Brentano, encore une fois c'est des idées communes, mais Marti en particulier a développé la suggestion de Kant selon qui les propositions existentielles sont des propositions thétiques où l'esprit affirme la réalité de quelque chose, par opposition à un autre type de propriété, des propositions synthétiques qui attribuent une propriété à quelque chose. Donc l'idée, c'est qu'il y a ces deux types de propriétés. Et cette distinction entre les propositions thétiques, les jugements thétiques et les jugements catégoriques, le jugement thétique, l'exemple paradigmatique, encore une fois, c'est il fait beau, il fait jour, il pleut. Un seul terme, il n'y a pas de sujet à quoi on attribue la pluie. Par opposition à Aristote et Mortel, où il y a deux termes. Donc cette distinction entre deux types de propositions, il y a eu plusieurs étapes dans l'élaboration de cette distinction, dont j'en parlerai notamment la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera après les vacances de février. En tout cas, ces théories de Brentano et de Marti ont été nourries par les recherches linguistiques qui étaient menées à la même époque, notamment par ce Franz Miklosic, qui a publié un livre sur les phrases sans sujet, bien oublié ce livre, pas traduit non plus, ni en anglais, je pense, enfin, je ne crois pas qu'il soit traduit ni en anglais ni en français. Donc un livre entier sur des phrases comme justement il fait jour, il pleut, il tonne, il neige. Phrases sans sujet, justement, qui consiste à mettre en cause, au moins sur le plan grammatical, l'idée qu'on a toujours un sujet. Et donc Brentano a publié un compte-rendu du travail de Miklosic sur ces phrases sans sujet, compte-rendu que vous trouvez, alors ça c'est une chance, il y a un appendice dans la psychologie du point de vue empirique, il y a l'appendice à l'édition de 1911 qui comporte ce compte-rendu du livre de Miklosic. Je citerai un petit passage du compte-rendu dans une seconde. Mais Marti, c'est ça qui est incroyable, Marti a consacré pas moins de 7 articles détaillés à l'analyse des phrases sans sujet. Donc dans l'œuvre de Marti, il y a tout un compartiment qui est une série d'articles sur les phrases sans sujet. Donc il s'intéressait aux faits linguistiques, pas seulement à la logique. Et donc, en tout cas, pour Marti comme pour Brentano, cette catégorie des phrases sans sujet, des propositions thétiques, inclut les propositions existentielles comme il y a des êtres malfaisants ou il y a du bruit. Ce n'est pas seulement il pleut. Toutes les phrases en il y a entrent dans la même catégorie. Il y a des bouts de serre, c'est la même catégorie. Alors ça, c'est une distinction, la distinction thétique-catégorique, qui a été enterrée avec la logique aristotélicienne. En gros, je vous ai dit qu'il y a eu cette révolution de la logique suite aux travaux notamment de Frege et de beaucoup d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui a totalement disparu, ce qui est dommage, parce que c'était une distinction très intéressante. Mais il y a eu une renaissance de cette idée. Alors il y a eu même 2 renaissances distinctes, me semble-t-il. Et la première renaissance, c'était à l'occasion d'un cours sur l'histoire de la linguistique qu'a donné Noam Chomsky au MIT ou un séminaire dans les années 60. Donc lui, il s'intéressait, comme vous savez, à ce qu'il appelait la linguistique cartésienne, donc les idées classiques sur le langage, la grammaire. Il pensait que notamment la grammaire de Port-Royal avait vu des choses très importantes, etc. Et Descartes lui-même, la théorie des idées innées, tout ça, ça lui plaisait beaucoup. Donc il s'intéressait à ces questions historiques et il a fait ce séminaire. Et dans ce séminaire, un étudiant de Chomsky, le linguiste Yuki Kuroda, s'est chargé
d'une étude de la théorie du langage, notamment de la théorie de la grammaire, de Anton Martí, parce que je ne sais pas comment Kuroda a découvert Anton Martí, là je ne connais pas les détails, si c'est quelqu'un qui l'a suggéré, si lui-même était germanophone et donc à même de faire ce travail. Mais en tout cas, il s'est engagé dans une énorme tâche de lire, parce qu'en plus les choses de Martí, il a beaucoup écrit et c'est assez verbeux et beaucoup de références, enfin, c'est un peu compliqué à lire, et donc il s'est chargé de ça. Je précise à propos de Kuroda qu'il a un lien avec la France dont je mentionnerai une chose dans un instant, mais je dois tout de suite mentionner que c'était lui le directeur de thèse de Gilles Fauconnier, qui est un linguiste français très important qui est mort récemment, et que Kuroda lui-même a fait de nombreux séjours en France. Donc Kuroda, lui, était spécialiste du japonais. Il a entrepris donc ce travail d'étude de la philosophie du langage de Martí, et particulièrement de la distinction entre les propositions thétiques, les jugements simples, et les propositions catégoriques, c'est-à-dire les jugements doubles avec articulation sujet-prédicat. Et cette étude lui a permis d'établir, comme il dit, l'excellence de la théorie de Martí. C'est ce qu'il dit dans cet ouvrage paru au Seuil, qui est un recueil de textes de Kuroda, mais surtout d'apporter des arguments proprement linguistiques dans des travaux qui ont lieu à la suite de cette découverte des travaux de Martí. Il a lui-même trouvé très intéressante cette distinction jugement thétique, jugement catégorique, et il a apporté des arguments proprement linguistiques tirés de l'étude du japonais en faveur d'une telle distinction. Et ça, c'est pour la linguistique, c'est plus de l'histoire de la linguistique, là c'est de la linguistique. Il s'est dit, tiens, il y a une idée là qui est intéressante et qu'on peut reprendre en linguistique. Et il a publié là-dessus, sur ces thèmes, plusieurs articles dans la revue Foundations of Language, qui, à la fin des années, dans les années 70, était une revue importante, qui ensuite a été remplacée par Linguistics and Philosophy. Donc il a publié 2 articles, l'un sur Martí et sa théorie de la grammaire, l'autre sur la distinction thétique-catégorique. Et je vous disais qu'il avait des liens en France. Ces articles, un de ces articles-là est paru d'abord en français, en traduction, avant de paraître dans Foundational Language. Là, ces 2 articles sont parus, l'un en 71, l'autre en 73, dans la revue Langage, et notamment Sud 73, dans le numéro de Langage sur logique et langage, dont Richard Zuber, qui est assis ici, était l'éditeur. Et donc ces articles de Foundations of Language ont introduit la distinction de Brentano et Martí entre les 2 types de jugements dans la sphère d'intérêt des linguistes, parce que les linguistes ont lu ça. Et dans les décennies suivantes, les linguistes ont recueilli une vaste récolte de données portant sur cette distinction et sur d'autres distinctions apparentées, de sorte que c'est quelque chose qui existe dans la linguistique contemporaine, la distinction thétique-catégorique. Donc ça, c'est la première renaissance. Et la deuxième renaissance, c'est une renaissance un peu particulière, je ne sais pas si on peut vraiment parler de renaissance. Ça correspond aux travaux du philosophe Peter Strawson, dont je vous ai déjà parlé. Donc, dans les années 50, et en fait, je pense dès les années 40, mais culminant dans son livre « Les individus », dont la traduction est reproduite ici, Strawson propose une distinction entre 2 types de propositions aussi, 2 types de contenus. La proposition de type sujet-prédicat, et puis un autre type de proposition ou de jugement plus fondamental, qui est présupposé par l'autre. Et donc il dit, il y a ces 2 choses-là, et ça ressemble énormément à ce que Martí et Brentano avaient en tête. Les exemples sont les mêmes. C'est-à-dire que le genre d'exemple que donnerait Strawson, c'est des choses comme « il pleut », il y a du bruit là-bas, c'est à la fois les énoncés météorologiques et les énoncés existentiels. C'est les mêmes catégories d'énoncés dont il s'agit. Mais évidemment, lui ne connaît ni Brentano ni Martí et ne les cite pas. Et je pense qu'il n'y a aucun lien. Il aurait pu y en avoir un, parce que au début de son livre, dans les remerciements, Strawson remercie, parmi les gens qui ont lu son livre et qui lui ont fait des commentaires avant publication, il remercie Gilbert Ryle. Or, Gilbert Ryle était, parmi les Britanniques, celui ou un de ceux qui connaissait connaissait même pas mal la tradition phénoménologique. Donc, en principe, si quelqu'un
pouvait avoir entendu parler de cette distinction de Brentano, Marty il aurait pu en entendre lui parler, en avoir une certaine idée, auquel cas il aurait pu en parler à Strawson. Mais s'il l'avait fait, sans doute Strawson aurait mis quelque part une note. Donc je ne pense pas que ce soit réel. Donc je pense qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais néanmoins, ils parlent exactement de la même chose. C'est exactement la même distinction. Donc, quand vous avez une proposition comme « il pleut » ou « il y a des nuages », c'est une proposition qui est vraie ou fausse, mais qui n'implique pas l'identification d'un sujet ou d'un objet quelconque à qui on attribue une propriété. Ça n'implique même pas la capacité de réification, de se représenter un objet en tant que le même à travers le temps ou à travers les rencontres qu'on peut faire de lui. C'est quelque chose de vraiment primitif, la capacité de localiser une propriété ou une instantiation de propriété dans l'environnement. Je vois, il y a un nuage là-bas. Ça, il y a un nuage on exprime la chose d'une façon qui implique la capacité d'individualiser des nuages, de les compter, etc. Mais Strawson pense à quelque chose de vraiment primitif. Par exemple, il y a du rouge là-bas. Ce serait ça vraiment l'exemple pour lui de ce qu'il appelle un jugement qui fait du feature placing, qui localise une propriété ou une instantiation de propriété dans l'environnement. Alors, ça se tombe vraiment très très bien parce que l'exposé que vous allez avoir dans le séminaire dans moins d'un quart d'heure utilise ces idées de Strawson dans un domaine tout à fait nouveau pour l'utiliser pour les sciences cognitives, mais ça tombe vraiment très bien que j'ai introduit aujourd'hui ces idées-là qui vont justement éclairer, être utilisées de façon productive dans l'exposé qui suivra. Mais j'en reparlerai aussi la prochaine fois de ces distinctions de Strawson. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que cette idée de Strawson rencontre à ce point les idées de Brentano et Marty. Par ailleurs, l'idée de Strawson selon laquelle il y a cette capacité fondamentale de localiser des instantiations de propriété, le rouge, le fait que le rouge se trouve instancié à tel endroit dans l'environnement, dans l'espace, disons, c'est que cette capacité soit la capacité fondamentale qui rend possible la référence démonstrative notamment. Il me semble qu'on a une idée un peu de ce genre dans un texte de John Lyons sur la deitsys comme source de toute référence, où lui-même dit que la deitsys, quand vous dites cet objet, ce nuage, à la forme d'une guitare, là vous faites référence à quelque chose démonstrativement. Beaucoup de gens pensent que la référence démonstrative, c'est la base de la référence en général. Toute désignation, en fait, pour prototype, se renvoie démonstratif à quelque chose dans l'environnement. Mais ce que nous dit Lyons, c'est que pour pouvoir penser ce nuage à telle et telle propriété, on doit avoir la capacité de penser qu'il y a un nuage à tel endroit dans l'espace égocentrique, disons, dans l'environnement. On doit d'abord avoir cette capacité. Une fois qu'on se dit il y a un nuage là, on peut faire référence à ce nuage, car ce nuage, selon lui, ça veut dire le nuage qui est là. Donc il y a l'idée d'une sorte de capacité de localisation spatiale d'instanciation de propriété. C'est quelque chose qui est fondamental et qui doit être postulé. En tout cas, cette idée de localisation de traits, Joël Proust, qui va faire l'exposé tout à l'heure, parle de placement de traits. Elle traduit feature placing par placement de traits, pour ce que j'ai appelé la localisation d'instanciation de propriété. C'est une idée qui a eu une certaine postérité, notamment dans la littérature philosophique sur le contenu de la perception. Vous avez des gens comme Gareth Evans ou Austin Clarke qui pensent qu'une perception a en tant que telle un contenu portant sur l'instanciation de certaines propriétés dans l'environnement du sujet qui perçoit. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord, il y a d'autres gens qui au contraire pensent qu'on ne doit pas postuler un tel niveau, disons, de représentation, que dans le contenu de la perception, il y a d'emblée la référence à des objets particuliers auxquels sont attribuées les propriétés détectées dans la perception. Donc il y a des débats là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'est une notion qui a un rôle à jouer dans les débats contemporains, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans l'exposé de Joël Proust. En tout cas, ce qui me frappe, moi, c'est la convergence entre Brentano et Strawson, qui est absolument frappante, et qui appelle, à mon avis, le type de commentaire que Brentano lui-même a fait dans son compte-rendu de Miklovich sur les propositions sans sujet, commentaire qu'il a fait
pour dire à quel point c'était remarquable cette convergence d'idées, parce que lui avait eu toutes ces idées tout à fait indépendamment de Miklosic, et il découvre un linguiste qui dit la même chose. Et voilà ce qu'il écrit, et donc je terminerai là-dessus, à propos de Miklosic et lui-même, mais ça s'applique à propos du cas de Strawson et Brentano. Il dit « Lorsque deux savants travaillant en complète indépendance l'un de l'autre sont absolument d'accord dans leur témoignage, quand par des voies totalement différentes ils sont arrivés au même résultat final, on peut espérer qu'on ne verra pas dans cette rencontre un simple hasard, mais que l'on accordera une attention plus minutieuse à leur double démonstration. » Merci, on se retrouve à 11h30 pour l'exposé de Joël Proust.